Une vaste opération visant à déstabiliser le pays a été méticuleusement planifiée dans l'ombre. Ce plan devait être exécuté par une série d'assassinats ciblés, frappant aussi bien les autorités civiles que militaires. Tout devait commencer par la neutralisation du capitaine Ibrahim Traoré, soit en l'abattant à bout portant, soit par une action visant à miner sa résidence privée. Le discours que vous venez d'entendre émane directement du ministre de la Défense du Burkina Faso. Il a révélé des détails explosifs sur ce qu'il faut bien qualifier de complot d'assassinat parmi les plus audacieux et sinistres de l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest. Une conspiration si élaborée, si généreusement financée et si profondément liée à des forces extérieures qu'elle dévoile le véritable visage du néocolonialisme de notre époque. Mes frères et sœurs, je vous demande de bien vouloir vous asseoir pour écouter ce qui va suivre. Je réclame toute votre attention car ce que je m'apprête à partager avec vous dépasse largement le cadre d'un simple fait divers. C'est une révélation glaçante qui lève le voile sur ces forces de l'ombre qui continuent du Sud de mener une guerre contre la souveraineté africaine au XXIe siècle. Selon le témoignage du ministre Sana, les conspirateurs avaient émarqué la date du 3 janvier 2026 à 23 heures précises. C'était leur heure zéro, l'instant fatidique où ils prévoyaient de déchaîner l'enfer sur le Burkina Faso. Pouvez-vous imaginer la froideur du calcul derrière le choix de cette date et de cette heure spécifique? Ce n'étaient pas des amateurs, mes chers compatriotes. C'étaient des agents entraînés des militaires qui avaient eux prêté serment de protéger la nation transformée en traître avec des pensées meurtrières. La cible principale était claire et sans équivoque, le capitaine Ibrahim Traoré en personne. Le plan était aussi impitoyable qu'il était direct. Assassiner le chef de l'État soit à bout portant, en le regardant droit dans les yeux au moment de presser la détente, soit en plaçant des explosifs à sa résidence pour le réduire en miettes, lui et ses proches, pendant leur sommeil. Mais mes frères et sœurs, c'est encore pire. Bien pire. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer un seul homme. La liste des cibles s'étendait à d'autres hauts gradés militaires, ainsi qu'à des dirigeants civils de premier plan. Ceux-là même qui ont joué un rôle clé dans la transformation révolutionnaire du Burkina Faso. Ils voulaient décapiter toute la structure dirigeante en une seule nuit de violence coordonnée. Réfléchissez un instant à ce niveau de malveillance absolue. Pensez à l'état d'esprit nécessaire pour planifier le meurtre simultané de multiples patriotes qui ont voué leur vie à la libération de leur pays. C'est ici que ce complot révèle sa vraie nature, une agression extérieure déguisée en coup d'État interne. Le ministre Sana a détaillé qu'après les assassinats, les conspirateurs prévoyaient de neutraliser la base de lancement de drones du Burkina Faso. Pourquoi des putschistes planifiant un simple coup d'État se soucieraient-ils des capacités de drones? Je vais vous dire pourquoi, mes frères et sœurs. Parce que ce n'était pas juste un coup d'État. C'était la première salve d'une invasion à grande échelle. Ces drones représentent la capacité du Burkina Faso à défendre son territoire, à surveiller les terroristes et à projeter sa puissance dans son espace aérien souverain. En détruisant cette capacité, ces traîtres étaient essentiellement en train de désarmer la nation entière. Tout cela en préparation de ce que le ministre Sana a appelé l'arrivée de forces extérieures pour une opération terrestre. Forces extérieures, opération terrestre. Laissez ces mots résonner dans votre esprit. Il s'agissait d'une invasion militaire planifiée contre une nation africaine souveraine. Et elle était coordonnée par des Africains eux-mêmes, des colons des temps modernes à la peau noire, vendant leurs frères et sœurs pour de l'argent étranger et des promesses de pouvoir. Imaginez un instant, mes frères et sœurs du continent et de la diaspora, le niveau de désespoir, la profondeur de la haine et l'étendue de la corruption nécessaire pour participer à un tel plan. À quel point ces gens étaient prêts à tout trahir, leur serment, leur peuple, leurs ancêtres. Juste pour éliminer un homme, un seul homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Un jeune officier qui a osé dire « ça suffit » à l'exploitation étrangère. Un leader qui a choisi l'Afrique plutôt que l'enrichissement personnel. Un président qui a priorisé la souveraineté sur la soumission. Qu'est-ce que cela vous dit sur leur volonté de le tuer? De détruire toute la direction d'une nation, d'inviter des armées étrangères sur le sol africain. Tout ça pour stopper sa vision. Cela vous dit que ce qu'il représente est la plus grande menace pour l'ordre néocolonial. Cela vous dit que la véritable indépendance africaine, la souveraineté réelle, le contrôle effectif de nos ressources et de notre destin, sont des choses qui terrifient tellement les marionnettistes qu'ils brûleraient des pays entiers pour les empêcher. Le ministre Sana, faisant preuve de discrétion pour protéger les enquêtes en cours, n'a révélé le nom que d'un seul conspirateur principal. Mais quel nom le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, oui ce Damiba-là, le même homme qui se positionnait en patriote lorsqu'il a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré en janvier 2022.
Le même homme qui prétendait restaurer la sécurité et la stabilité au Burkina Faso. Ce même homme qui, après seulement 8 mois d'échecs et de promesses brisées, a été lui-même évincé par le capitaine Traoré en septembre 2022 quand il est devenu clair qu'il était incompétent ou refusait de se battre sincèrement pour les intérêts du Burkina Faso. Selon les révélations absolument fracassantes du témoignage du ministre Sana, Damiba n'était pas un simple exécutant, il était l'architecte, le cerveau véritable et le planificateur en chef de toute cette opération diabolique. Ses responsabilités incluaient la planification minutieuse des opérations, chaque détail des assassinats ciblés, ainsi que des frappes militaires, la coordination étroite avec les forces extérieures, la sécurisation et la mobilisation des fonds agissant comme le grand coordinateur financier de cette conspiration à plusieurs millions de francs, le recrutement de civils et de personnel militaire, l'identification, la vérification et l'enrôlement de traîtres cachés au sein même des institutions du Burkina Faso. Et maintenant, dites-moi où se trouve donc ce soi-disant brave révolutionnaire? Où est passé cet homme qui a porté l'uniforme avec fierté et qui prétendait servir sa nation avec honneur? Il se cacherait actuellement au Togo, se terrant lâchement sous la protection de ceux qui partagent sa vision, ou pour être plus précis, son absence totale de vision pour l'avenir de l'Afrique. Il est hébergé et protégé par des forces obscures qui préfèrent des dirigeants africains dociles et contrôlables plutôt que des leaders forts et indépendants. Mes frères et sœurs, c'est là hélas la plus vieille histoire écrite dans le livre des tragédies africaines. Les puissances extérieures n'ont plus besoin de nous envahir avec leurs propres soldats. Elles ont compris qu'il est bien plus efficace de trouver des Africains prêts à faire le sale boulot à leur place. Et lorsque ces collaborateurs africains échouent ou sont démasqués, on leur offre un refuge sûr dans les pays voisins. On les protège de la justice pour pouvoir les utiliser à nouveau un autre jour. Maintenant parlons d'une chose qui elle ne ment jamais. L'argent. Comme on le dit souvent chez nous en Afrique, suivez la trace de l'argent et vous finirez par découvrir la vérité. Le ministre Sana a révélé que le financement de ce complot élaboré provenait de l'étranger et il a spécifiquement nommé la Côte d'Ivoire comme étant une source principale. Selon les renseignements officiels, un transfert final d'environ 70 millions de francs CFA, soit à peu près 125 000 $, a été tracé et enregistré. Laissez-moi vous expliquer cela en détail car c'est un point absolument crucial à comprendre. 70 millions de francs CFA ne sont pas apparus comme par magie sortis de nulle part. Cet argent a transité par des systèmes bancaires traversant les frontières internationales depuis la Côte d'Ivoire jusqu'aux mains des conspirateurs ici au Burkina Faso. Cela signifie qu'il existe des traces écrites des enregistrements électroniques des institutions financières impliquées pour faciliter le financement d'un projet d'assassinat contre un chef d'État africain en exercice. Mais voici la question fondamentale que nous devons impérativement nous poser. Qui en Côte d'Ivoire a autorisé ou facilité ces transferts? S'agissait-il d'individus privés agissant seuls ou y avait-il des éléments institutionnels impliqués? Et plus important encore, d'où provenait cet argent avant même d'atteindre la Côte d'Ivoire? Car 125 000 $, ce n'est que le montant qui a été tracé vers une seule source spécifique. Combien d'argent supplémentaire a coulé par d'autres canaux que les services de renseignement n'ont pas encore découverts ou ne sont pas prêts à révéler? C'est une preuve concrète, indiscutable de l'ingérence extérieure flagrante dans les affaires internes du Burkina Faso. Ceci est une preuve, pas une spéculation, pas une théorie du complot, mais une preuve documentée qu'il existe des forces en Afrique et au-delà qui ne peuvent digérer l'idée d'un Burkina Faso véritablement indépendant. Ils ne peuvent pas accepter un leader qui fait passer son peuple avant leur profit, qui choisit la souveraineté plutôt que la soumission, qui ose défier l'ordre établi qui a maintenu l'Afrique dans les chaînes, même après la fin officielle du colonialisme. Le ministre Sana a assuré à la nation entière que les enquêtes et les arrestations se poursuivent sans relâche, alors que les forces de sécurité travaillent d'arrache-pied pour identifier tous les participants à cette conspiration massive. Il a souligné avec force que tous les suspects seront traduits devant les tribunaux pour faire face à la justice conformément aux lois du Burkina Faso. C'est important, mes frères et sœurs, car cela démontre que même face à une telle menace existentielle, le gouvernement reste profondément attaché à une procédure régulière et au respect de l'état de droit. Mais le ministre a également lancé un avertissement sévère et nécessaire à la population: ne vous laissez pas naïvement entraîner dans de tels projets infâmes. Cet avertissement est absolument vital car les ennemis du progrès africain ne travaillent pas uniquement par la violence. Ils opèrent par la manipulation, par la propagande, par des campagnes sur les réseaux sociaux, en attisant les divisions ethniques,
en exploitant les griefs économiques, en dressant le frère contre le frère et la sœur contre la sœur. Il y a des gens qui écoutent cela en ce moment et qui peuvent penser peut-être que le président Traoré est trop radical. Ou peut-être devrions-nous être plus conciliants avec les intérêts internationaux. Ne pourrions-nous pas trouver un terrain d'entente? À vous je dis haut et fort, réveillez-vous. Ce complot d'assassinat prouve qu'il n'y a pas de terrain d'entente possible avec le néocolonialisme. Soit vous acceptez une soumission totale, soit vous faites face à l'élimination. Ce sont les deux seules options que les impérialistes nous offrent. Avant de conclure, permettez-moi de rendre un hommage bien mérité à toutes nos forces de défense et de sécurité, à tous les volontaires pour la défense de la patrie, à toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent inlassablement jour et nuit pour s'assurer que le Burkina Faso reste debout grâce à leur résilience pure, grâce à leur détermination inébranlable et grâce à leur esprit de sacrifice. Le Burkina Faso demeurera jamais inébranlable et fort bravant avec courage tous les défis immenses et les multiples adversités qui se dressent sur son chemin. Je tiens à présenter mes vœux les plus sincères de prompt rétablissement à tous nos blessés, et mes pensées émues vont à ceux qui nous ont tragiquement quittés dans cette noble guerre d'honneur. Je réaffirme ici avec force et solennité l'engagement indéfectible du gouvernement à ne jamais, au grand jamais, laisser leurs souvenirs s'effacer, et que la terre libre et souveraine du Burkina Faso leur soit légère pour l'éternité. Cette occasion est également cruciale pour moi, afin de féliciter chaleureusement et de saluer le travail véritablement inestimable accompli par nos services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme exemplaire, le Burkina Faso a su déjouer pour la énième fois des tentatives perfides de déstabilisation. Toutes mes félicitations leur sont acquises. En substance, à la date du 3 janvier 2026, aux alentours de 23 h, un vaste plan visant à déstabiliser le pays a été anticipé et mis en échec. Ce plan funeste devait être exécuté à travers une série d'assassinats ciblés, visant aussi bien des autorités civiles que des hauts responsables militaires. L'objectif premier était la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État et président du Faso, soit par une attaque à bout portant, soit par une opération visant à miner sa résidence. Suite à cette action criminelle, il était prévu de procéder à la neutralisation complète et au démantèlement de la base de drones. S'en serait suivie une intervention militaire terrestre massive orchestrée par des forces extérieures hostiles. Concernant les acteurs impliqués dans ce complot pour des raisons évidentes de confidentialité et afin de ne pas compromettre l'efficacité des enquêtes en cours, nous ne citerons pour l'instant que l'acteur principal. Il s'agit de l'ancien lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'homme au cœur de cette machination. Sa mission clé consistait donc à concevoir et planifier les actions à rechercher et mobiliser les fonds nécessaires ainsi qu'à recruter des complices au sein des populations civiles et du personnel militaire. La mission spécifique assignée aux militaires impliqués était de coopter et de rallier d'autres membres des forces armées à leur cause, et de mettre sur pied des groupes d'action opérationnels avec des objectifs tactiques très clairement définis. Prenons un peu de recul et examinons le contexte plus large, car comme nous le savons, rien ne se produit jamais de manière isolée sur notre continent. Le président Ibrahim Traoré tient fermement la barre du Burkina Faso depuis maintenant 3 ans. En ce laps de temps relativement court, il a fondamentalement transformé non seulement la trajectoire de sa nation, mais aussi tout le discours sur la souveraineté africaine dans la région du Sahel, et bien au-delà. Il a guidé le Burkina Faso sur la voie royale de la souveraineté totale et du développement endogène, c'est-à-dire un développement qui vient de l'intérieur, contrôlé par le peuple burkinabé, pour les intérêts burkinabés, et non dicté par les institutions financières internationales ou les anciennes puissances coloniales. Il a accompli tout cela en s'inscrivant dans une vision explicitement panafricaniste, comprenant parfaitement que la libération du Burkina Faso est indissociable de la libération de tous les peuples d'Afrique. Nous parlons ici d'un leader charismatique qui jouit d'un soutien populaire immense et incontestable, non seulement à l'intérieur des frontières du Burkina Faso, mais à travers toute l'Afrique et au sein de la diaspora africaine mondiale. De Dakar à Johannesburg, d'Accra à Nairobi, de Harlem à Londres, le nom d'Ibrahim Traoré est devenu synonyme de l'émergence d'une nouvelle génération. Un leadership africain qui refuse de plier les chines, refuse les compromis et refuse d'accepter quoi que ce soit de moins que la pleine dignité et la souveraineté pour les peuples africains. Et c'est précisément là que réside la menace existentielle qu'il représente pour l'ordre établi. Lorsque Thomas Sankara a été assassiné en 1987, c'était parce qu'il avait démontré qu'un petit pays africain enclavé pouvait tracer sa propre voie.
qu'il pouvait rejeter la dette du Fonds monétaire international, nourrir son propre peuple et se tenir debout dans le concert des nations sans mendier l'aide ni demander la permission. Son assassinat avait pour but macabre d'envoyer un message clair « Cette voie est interdite ». Pendant près de 4 décennies, ce message a été intériorisé, ancré dans les esprits. Les dirigeants africains ont appris à rester dans les limites acceptables, à faire les bons compromis et à prioriser les intérêts du capital international au détriment de leur propre population. Mais une nouvelle génération s'est levée et le capitaine Ibrahim Traoré en est peut-être le représentant le plus éminent. Cette génération audacieuse qui refuse catégoriquement d'accepter les frontières et les limites que leurs prédécesseurs avaient observées. Les révélations du ministre Sana ont mentionné que ce n'est pas la première tentative de coup d'État contre le gouvernement du président Traoré. Frères et sœurs, permettez-moi d'insister là-dessus. Il y a eu de multiples tentatives de coup d'État, toutes déjouées grâce à la vigilance et au professionnalisme des services de renseignement burkinabais. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie réellement. C'est un gouvernement en état de siège permanent, confronté à des tentatives répétées de déstabilisation, vivant avec la conscience qu'il existe des forces vouées à leur destruction. Voilà le prix à payer pour la souveraineté dans l'Afrique contemporaine. C'est ce qui arrive lorsque vous osez défier l'ordre néocolonial. Vous ne faites pas seulement face à des pressions diplomatiques ou à des sanctions économiques. Vous faites face à des tentatives d'assassinat, des complots de coups d'État, des campagnes de déstabilisation et un terrorisme qui s'intensifie mystérieusement chaque fois que vous affirmez votre indépendance. Regardez le schéma qui se répète à travers tout le Sahel. Chaque dirigeant qui a véritablement priorisé la souveraineté sur la soumission a fait face à des pressions similaires. Le colonel Assimi Goïta du Mali a survécu à de multiples tentatives de coups d'État. Le général Abdourahmane Tiani du Niger est arrivé au pouvoir spécifiquement pour empêcher la nation de continuer sur la voie de la servitude. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il s'agit d'un effort coordonné visant à écraser tout mouvement authentique vers la souveraineté africaine. Dans sa déclaration finale, le ministre Sana a fait une promesse absolument cruciale, celle de la transparence totale. Il a annoncé solennellement que des vidéos montrant certains des complices en train d'avouer leurs crimes seraient partagées avec le grand public. C'est exactement comme cela qu'on construit la confiance avec son peuple, mes chers frères et sœurs. C'est la manière de démontrer que vous n'avez absolument rien à cacher et que vous avez tout à défendre. À une époque marquée par la désinformation où les réseaux sociaux peuvent être transformés en armes pour propager mensonges et confusion, et où des agences de renseignement étrangères fabriquent de toutes pièces des fake news pour déstabiliser des gouvernements, montrer les preuves est essentiel. Que le peuple puisse voir de ses propres yeux les visages de ceux qui auraient assassiné leur président. Qu'ils entendent de la propre bouche des traîtres ce qui avait été planifié. Que la vérité soit indéniable et incontournable. Cette transparence sert également un autre objectif vital. C'est un avertissement sérieux pour tous ceux qui envisageraient des actions similaires. Cela dit clairement, nous vous trouverons, nous vous exposerons, et vous ferez face à la justice implacable. Et votre trahison sera documentée pour que l'histoire s'en souvienne à jamais. Mes frères et sœurs, à travers ce vaste continent et au sein de la diaspora, ce complot d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement une affaire burkinabé, c'est une affaire africaine. C'est notre problème à tous, parce que ce qui est visé ici, ce n'est pas juste un homme ou un seul gouvernement. C'est l'idée même que les Africains peuvent se gouverner eux-mêmes, contrôler leurs propres ressources et déterminer leur propre avenir sans avoir besoin de la permission des anciens maîtres coloniaux ou des institutions financières internationales. S'ils réussissent leur score et leur coup au Burkina Faso, ils tenteront la même chose au Mali, au Niger, en Guinée et dans n'importe quel pays où des dirigeants osent donner la priorité à la souveraineté nationale. C'est pourquoi nous devons rester solidaires avec le Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle nous devons amplifier leur vérité. C'est pourquoi nous devons exposer ces conspirations et les forces étrangères qui les soutiennent dans l'ombre. La lutte pour la souveraineté africaine est loin d'être terminée. Les forces du néocolonialisme sont bien vivantes, largement financées et profondément enracinées. Elles ne reculeront devant rien, y compris l'assassinat et la déstabilisation, pour maintenir leur emprise sur notre continent et sur nos précieuses ressources. Mais cette révélation est aussi un témoignage puissant de la résilience de ceux qui refusent de s'incliner, qui refusent de se vendre et qui refusent d'accepter moins que la véritable liberté pour l'Afrique et ses enfants. Le capitaine Ibrahim Traoré est vivant. La conspiration a été exposée au grand jour. La vigilance des services de sécurité du Burkina Faso a une fois de plus protégé la révolution.
Mais nous ne pouvons pas nous permettre de devenir complaisants. Nous devons rester vigilants. Nous devons continuer à soutenir un véritable leadership panafricain partout où il émerge. Et nous ne devons jamais oublier que le prix de la liberté est une vigilance éternelle. L'Afrique sera libre, non pas par permission mais par notre détermination, non pas en mendiant mais en bâtissant, non pas par le compromis mais par le courage. Et les dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui incarnent ce courage, doivent être protégés, soutenus et célébrés par tous ceux qui croient au destin de l'Afrique. La révolution continue. La lutte s'intensifie et nous devons nous tenir prêts.